Bonjour, soyez les bienvenus. Nous sommes ensemble pendant une quarantaine de minutes. Nous sommes en live et la thématique de ce live, c'est donc l'attraction des métiers de la cuniculture. Pour parler des métiers du lapin, nous sommes avec Émilie Gillet. Bonjour Émilie. Bonjour. Vous êtes directrice du CLIP. Alors en quelques mots, le CLIP c'est quoi ? Alors le CLIP, c'est l'interprofession du lapin de chair et ça regroupe l'ensemble des acteurs de l'amont à l'aval de la filière. Alors on l'a dit, pendant 40 minutes, on va se parler de l'attraction et de l'attractivité des métiers de la filière, il y en a plusieurs. Regardez donc le sommaire, ce qui nous attend. On va parler donc des enjeux de la filière, de la visibilité et de l'image, de l'accessibilité du métier, des conditions d'exercice du métier et une filière dynamique et engagée. Mais ça, on le sait tous et on le savait déjà d'avance. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite par la première partie. On va parler des enjeux de la filière. Oui, donc déjà en quelques mots, qu'est-ce que la production cunicole aujourd'hui en France ? Alors c'est une consommation qui s'érode depuis quelques années, même si la France reste l'un des premiers acteurs européens. C'est le 3e pays producteur en Europe et c'est le 6e pays en termes de consommation. Donc on est aujourd'hui avec 371 grammes par an et par habitant en 2022 de consommation de viande de lapin. Au niveau de la filière, c'est une filière qui se restructure, qui évolue, avec des ateliers qui grandissent, des nouveaux systèmes d'élevage qui apparaissent. Et c'est vrai que on observe une diminution assez forte du nombre d'exploitations, puisqu'en 10 ans, entre 2010 et 2020, il a été quasiment divisé par 2. Un chiffre, moins 46% d'exploitations cunicoles en 10 ans. Donc aujourd'hui, la production cunicole en France, c'est environ 650 élevages, avec 3 éleveurs sur 10 qui sont des femmes, donc ce qui est un fait notable. Tout à fait. Et un autre fait un peu marquant, c'est que plus de 2 éleveurs sur 3 ont plus de 50 ans. Donc ça, c'est une donnée pas neutre par rapport à la discussion qu'on va avoir. Alors, vous nous l'avez dit, la filière connaît une baisse. Comment est-ce qu'on peut endiguer cette baisse et comment on va pouvoir favoriser un rebond ? Eh bien, vous l'avez compris, l'enjeu de renouvellement des générations, il est très important. Ça va être donc capital de s'interroger sur l'attractivité de notre filière, ce qui passe aussi par l'amélioration de la visibilité de la filière, puisque en fait, c'est une filière qui est assez peu connue aujourd'hui, y compris au sein du milieu agricole, alors que c'est une filière qui est dynamique, qui est en pleine évolution et qui est porteuse d'innovation. Alors, au CLIP, vous avez travaillé. Et vous avez identifié 3 enjeux principaux, 3 enjeux qu'il va falloir travailler pour faire en sorte de faire progresser cette attractivité. Quels sont ces enjeux ? Alors donc l'attractivité, effectivement, si on la définit, elle peut s'appuyer sur 3 piliers. Donc il y a bien sûr la visibilité et l'image. La communication. Voilà, alors c'est d'avoir une image qui va être positive, qui soit moderne, durable, respectueuse du bien-être animal. L'accessibilité du métier, c'est un point clé aussi, avec des notions de formation, d'accompagnement technique, des outils modernes, digitaux, et puis bien sûr les conditions d'exercice du métier, des conditions de travail, des revenus, tout ça, des notions de facilité de conduite et puis de performance économique avec les nouveaux systèmes d'élevage. Et donc, si on essaye de résumer, c'est bien en ayant une image positive, en ayant une accessibilité du métier et enfin des conditions d'exercice qui soient favorables, que ça va pouvoir créer un environnement attrayant et propice à l'engagement de jeunes dans l'élevage cunicole. Alors, ce que je vous propose, c'est que juste après un petit jingle, on parle de ce premier pilier, autrement dit, visibilité et image. Alors Émilie, la semaine dernière, on l'a vu, au SPACE, le CLIP a présenté les résultats d'une enquête qui a été réalisée par Anaëlle Roussel, une enquête sur l'attractivité des métiers de la cuniculture. Alors qu'est-ce qui en ressort de cette enquête ? Eh bien, si on s'intéresse notamment à cet aspect image de la filière, on voit que l'image de la filière, elle souffre quand même en partie des pressions sociétales, des idées reçues qui sont assez nombreuses autour de l'usage des antibiotiques, autour des animaux, et puis d'un manque de visibilité. Mais en face, ce qu'on voit aussi, c'est que la filière, elle est en pleine évolution. Et vraiment, cette évolution-là, quand on parle de démédication, d'apparition de nouveaux systèmes d'élevage, c'est vraiment des points qui vont susciter de l'intérêt, aussi bien de la part des autres éleveurs que de la part des consommateurs. Donc ça, c'est des éléments, des atouts qu'elle a par rapport à son image. Alors, en ce qui concerne la visibilité, qu'est-ce qui est ressorti de l'enquête et quelles sont les idées à retenir en fait ?
Et bien maintenant, du coup, c'est quel levier on peut mettre en œuvre en s'appuyant sur ces éléments-là. Donc concrètement, ça va être de mettre en avant ces évolutions de la filière et de gagner en visibilité dans aussi bien les formations agricoles que les parcours à l'installation. Donc la réflexion derrière, c'est de développer des outils avec des fiches qui reprennent des fiches métiers qu'on peut fournir dans les points accueil et installation. Ça va être de communiquer encore plus, aussi bien sur le produit, mais également sur la filière, pour renforcer son image. Alors, on passe au deuxième pilier, c'est tout simplement comment devenir éleveur. Et donc, effectivement, l'absence de formation spécialisée aujourd'hui et le peu de présence de la filière dans les formations agricoles générales, ça pèse un petit peu aujourd'hui sur son accessibilité. Même si on a pu le voir à travers les enquêtes et l'étude qui a été menée, c'est en partie compensé en fait par l'apprentissage du métier au sein de la filière. Et ça, notamment via les techniciens, mais aussi les cédants. Donc ça, c'est un enjeu qui est clairement identifié d'être plus présent dans les formations agricoles, mais c'est aussi de favoriser l'apprentissage. Donc ça passe par différentes choses qui peuvent être des stages, des contrats d'apprentissage, des contrats de parrainage. Et puis, il y a aussi le volet réunion technique, de réunir les éleveurs et de développer des outils d'accès à la formation. Oui, parce qu'on le rappelle, ça fait quelques dizaines d'années maintenant que la formation officielle n'est plus faite. Il n'y a plus de formation spécifique dédiée Cunicole, effectivement. Alors, on parle de nouvelle génération, puisqu'on parle maintenant de faire venir de jeunes éleveurs. Donc forcément, on va parler de nouveaux outils, de digitalisation. Est-ce que la filière, pour le coup, est prête ? Oui, c'est vrai qu'on assiste de plus en plus au développement de nouveaux outils, de nouvelles applications. Ça peut être aussi des outils d'évaluation de tout ce qui va être pratique en élevage. Je pense à Evalap, évaluation plus bien-être animal avec Eben. Donc tout ça, c'est effectivement des outils. Et puis, on a également tout ce qui est, je dirais, mise en ligne de ressources. C'est vrai qu'on voit émerger des plateformes qui ont à vocation de mettre à disposition des références auprès de la filière. Et puis, il y a aussi le développement de tout ce qui est modules de formation en ligne qui peuvent être une réponse à apporter aussi à des nouveaux arrivants dans la filière. Alors justement, on va en parler avec Mickaël. Bonjour Mickaël. Bonjour Émilie, bonjour Julien. Alors vous êtes le responsable R&D pour le sélectionneur IFARM. Oui. Vous avez lancé il y a de cela 1 an, je ne me trompe pas, c'est With You. Oui, c'est ça. C'est une plateforme. C'est une plateforme web qui est destinée justement à la formation continue. Oui, c'est ça. En fait, il y avait un constat partagé entre les partenaires techniques, que ce soit de la nutrition, de la santé, justement des différentes filières animales. Et en fait, lorsqu'un éleveur rencontre des difficultés dans son élevage ou lorsque tout simplement il est soucieux d'améliorer ses performances, il n'a pas forcément un accès simple, rapide à l'ensemble des contenus qui sont en lien avec son élevage, les conseils techniques, etc. Et du coup, With You a cette vocation de proposer aux éleveurs justement un ensemble de contenus publiés par les différents acteurs de la filière. Et justement, on peut accéder à des audits d'élevage, par exemple, des conseils sur les bâtiments, des guides techniques, etc. Alors, rien ne vaut les images. Oui, donc moi, ce que je vous propose, c'est de commenter un peu cette démonstration de With You. Elle va apparaître sur l'écran. On est regardé actuellement dans les lycées et ailleurs. Ça, ils aiment bien ça. C'est ça. Donc, With You a été pensé par des professionnels pour les éleveurs. Donc, en fait, c'est assez facile d'accéder. C'est un site web entièrement gratuit et où il suffit de se connecter. En fait, on a accès à plusieurs contenus. Et en fait, on a une série de filtres qui permet justement de choisir le contenu qui nous intéresse. Donc là, on a sélectionné le lapin, la langue française. Et du coup, ça filtre sur les différents contenus en lien avec ce qu'on a demandé. On a aussi accès à différentes natures de documents, donc les tutoriels, des documents techniques, etc. Mais aussi des thématiques, que ce soit de la nutrition, de la génétique, etc. Et donc là, par exemple, si on veut visualiser une vidéo là, donc sur la gestion de la période estivale, donc en cliquant dessus, on accède justement au contenu qu'on peut regarder, un lien YouTube, et il est possible justement de constater aussi, de regarder le script détaillé de la vidéo et laisser un commentaire si la vidéo vous a plu. Alors j'ai pris des chiffres, j'ai relevé des choses, c'est assez impressionnant parce qu'en 1 an, vous avez déjà plus de 300 contenus disponibles. Vous me dites si je me trompe, parce que j'ai peut-être mal compté. Oui, c'est ça. Donc il y a une 50aine dédiés au lapin. Et en termes de visiteurs, la plateforme a cumulé plus de 85 000 visiteurs uniques, toutes espèces confondues.
Les visiteurs de WizYou viennent d'un petit peu partout sur la planète et déjà plus de 1200 utilisateurs se sont abonnés à la newsletter. Donc si vous vous intéressez au métier du lapin, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci beaucoup. Et les Mickaël. autres espèces. Et les autres espèces aussi, bien sûr. Aujourd'hui, là, en l'occurrence, on parle de lapin. lapin. Voilà. Tiens, le métier d'éleveur, on va en parler tout de suite. On fait un gros plan juste après le jingle. Et on est avec Frédéric Blot. Bonjour. Oui, bonjour Julien. Alors, vous êtes président de la FENALAP, la Fédération nationale des groupements de producteurs de lapins, et vous êtes vous-même éleveur d'ailleurs. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Alors, le métier d'éleveur de lapin a beaucoup évolué ces dernières années. Quels sont les changements majeurs? Qu'est-ce qu'on doit noter? C'est vrai que notre métier a toujours connu des évolutions, et donc c'est clair que aujourd'hui, les attentes sont un petit peu différentes par rapport au passé. Donc, il a fallu adapter. Et c'est vrai que si on veut attirer des nouveaux éleveurs, donc il faut répondre à des nouvelles attentes, des attentes sociétales. Et donc, je dirais ces attentes, je vais en nommer 3 et en les détailler. Donc, la première, c'est plutôt des attentes liées aux conditions de travail. Donc, dans les conditions de travail, c'est entre autres notre outil de travail, donc le bâtiment, donc qui soit fonctionnel, qui soit bien équipé, qui soit agréable, qui soit lumineux. Donc ça, ce sont des vraies attentes pour l'exercice de notre métier. Et au jour d'aujourd'hui, il faut aussi avoir tous les moyens pour bien réaliser nos différentes tâches du quotidien, et puis surtout une bonne organisation du travail, parce que le temps libre, c'est quelque chose que le nouvel éleveur recherche aussi maintenant. Donc je pense que notre métier a su s'adapter à tout ça et répondre aux besoins des éleveurs et des futurs éleveurs. Je vais vous poser une question toute simple. Oui. Est-ce que c'est un élevage difficile? Vous allez me répondre non. Non, peut-être. Non, voilà, c'est un élevage et c'est un métier très très agréable. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, on a des moyens pour organiser notre travail, pour réaliser les différentes tâches, parce que des fois on a un peu des tâches répétitives, mais aujourd'hui on a des moyens pour pouvoir les réaliser dans de bonnes conditions. Et ça, c'est des éléments importants pour notre métier. Ouais. Autre élément important, c'est vrai que d'un point de vue sociétal, on en parle beaucoup, c'est le bien-être animal. Bien sûr, le bien-être animal. Et donc ça, c'est vrai que la filière y réfléchit et depuis déjà de nombreuses années. Et donc on voit bien les éleveurs qui arrivent les nouveaux éleveurs qui arrivent dans notre filière sont demandeurs justement de logements alternatifs, de pouvoir répondre au bien-être animal, mais je dirais aussi tout ce qui est l'environnement et nos bâtiments qu'on est capable de proposer. Aujourd'hui, ils doivent être répondre à une consommation moindre d'énergie, même pouvoir en produire. Ce sont tous ces éléments-là et toutes ces réponses qu'on doit fournir aux éleveurs de demain. Et puis un éleveur, c'est un chef d'entreprise. Bien sûr. Donc il veut de la productivité. Bien sûr. Et donc il veut faire en sorte de travailler sur des animaux qui, alors je vais dire qui sont fiables. Oui, je dirais c'est la troisième attente donc on voulait évoquer, mais c'est l'attente économique, le rendement économique. Mais le rendement économique passe bien sûr par du prix, mais passe aussi par des résultats techniques, avec des animaux qui peuvent produire, élever des lapins, je dirais, je vais les résumer en toute sérénité. Et donc c'est vrai que d'avoir des animaux le plus robuste possible. Émilie a parlé tout à l'heure de démédication. Donc on est pleinement dans cette démarche pour avoir, je dirais, un métier où on est en capacité d'élever des lapins en toute sérénité. Ça fait combien d'années que vous êtes éleveur de lapins? Alors moi, ça va faire bientôt 20 ans que je suis éleveur, et on va dire et 10 ans avant dans un métier de technicien et d'accompagnement des éleveurs. Donc forcément, vous, la filière, vous l'avez vu évoluer. Tout à fait. Est-ce qu'on peut dire qu'on est passé d'un moment très productif, on voulait produire beaucoup de lapins, et qu'aujourd'hui on est plus dans le rationnel? Oui, tout à fait. Ouais, notre métier a évolué. Hein. C'est vrai que le développement de l'insémination artificielle a déjà révolutionné un peu notre métier. Ouais. Et depuis, on essaye toujours de le faire évoluer. Et la productivité, ça a été toujours un cheval de bataille, était nécessaire, je dirais, si on fait un petit peu le passé. Au jour d'aujourd'hui, on a acquis certaines choses, et la productivité, on va l'adapter par rapport à la robustesse. Pardon. Robustesse.
Très bien. Voilà. Justement, tiens, on va en parler de la robustesse avec le responsable R&D donc, de IFERM. Michael est toujours avec nous. Oui. Quel rôle peut jouer la génétique sur l'amélioration de la robustesse des lapins? Oui, justement, le rôle d'un sélectionneur est de fournir une génétique justement qui répond aux attentes de la filière Ouais. et essayer d'anticiper aussi les grandes tendances techniques, économiques et sociétales afin de préparer les produits du futur. Oui. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les conditions, comme vient de le dire Frédéric, les conditions d'élevage évoluent, que ce soit d'un point de vue du bien-être animal, la baisse des intrants médicamenteux, les attentes, d'autres attentes des éleveurs ou encore les matières premières qui sont moins accessibles. Et justement, l'enjeu est de fournir une génétique capable d'exprimer son potentiel de production dans cet environnement qui change. Et il est là en fait l'apport de la génétique dans la contribution à la robustesse du système. Donc ça, c'est le rôle du sélectionneur. Oui. On a bien compris. Mais concrètement, ça se passe comment alors? Donc en fait, les modèles de sélection sont aujourd'hui basés sur la durabilité des élevages. Donc en fait, la robustesse doit être au service de la performance des animaux. Et c'est tout justement le but aussi de faciliter le travail de l'éleveur. Et du coup, il est là l'enjeu, c'est d'apporter des garanties économiques à l'éleveur et lui donner aussi un confort de travail au quotidien. Et concrètement, en fait, depuis une vingtaine d'années, on sait qu'on est capable d'améliorer génétiquement la résistance des lapins et leur viabilité grâce aux travaux menés avec l'INRA. Et notamment, depuis 2014, on a découvert un nouveau critère de sélection qui s'appelle critère de résistance aux troubles infectieux, et du coup qui permet d'améliorer la viabilité générale des lapins en engraissement. Et donc nous, au niveau du rôle de sélectionneur, c'est d'identifier justement ces animaux qui sont robustes, c'est-à-dire de mesurer cette robustesse et d'identifier les animaux, groupes d'animaux qui sont capables justement d'exprimer leur potentiel et de performance et de robustesse, et pour les choisir en tant que reproducteurs à leur tour et qui justement transmettent ce progrès à leur descendance. Et ça marche, ça? Parce que ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a effectivement des gènes qui sont héritables. Oui, c'est ça. En fait, les critères de résistance sont des critères assez peu héritables, mais suffisamment héritables pour faire du progrès génétique. Ouais. D'ailleurs, ça fait plusieurs années que justement c'est intégré comme axe de sélection, et on en voit justement les bénéfices aujourd'hui sur le terrain, avec des progrès significatifs réalisés, dans un environnement qui change et qui continue de changer. Et il est vrai que les progrès sont génétiques, mais pas que. Justement, ils accompagnent en permanence les travaux engagés par les différents acteurs de la filière pour améliorer justement et s'adapter à ce contexte technico-économique changeant. Et justement, il est là, grâce à ce va-et-vient entre la sélection et le terrain, justement, on essaie d'apporter des solutions pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. D'accord. Frédéric, vous avez souligné tout à l'heure l'évolution des modèles d'élevage. D'ailleurs, on va vers une meilleure prise en compte du bien-être animal et du bien-être de l'éleveur aussi. C'est important, il faut le rappeler. Voilà. Pouvez-vous nous parler des projets de systèmes d'élevage dits alternatifs? Oui. Alors c'est vrai que je dirais ces nouveaux logements ou logements alternatifs, bon, c'est une question qui je dirais, qui s'est développée, auquel on a réfléchi depuis déjà un certain nombre d'années, puisque la filière, ça fait pratiquement 10 ans qu'on a commencé à réfléchir de pouvoir créer des logements alternatifs. Donc, je dirais, on n'est pas au début de cette réflexion. Et je voudrais souligner toutes les initiatives qui ont pu être faites, soit de la part des instituts techniques, mais aussi, je dirais, des initiatives privées qui ont pu être engagées ces dernières années. Donc là, ces logements alternatifs, on a pu, je dirais, étudier pour élever des lapins dans des grands groupes, des lapins au sol, donc pour qu'on puisse exprimer au maximum l'état naturel, enfin, je dirais que l'animal puisse courir, sauter, bondir, se cacher. C'est auquel on voulait répondre, des éléments auxquels on voulait répondre, et que maintenant on arrive à proposer des choses et que des éleveurs ont pu mettre en place dans leurs élevages. Donc tout ça, ça a été bien réfléchi. Maintenant, on a quand même une certaine expérience qui nous permet de dire qu'on arrive à élever des lapins dans ces nouveaux logements alternatifs. Ouais. Récréatifs. Récréatifs. Voilà, presque envie de dire ça, à vous entendre. Oui, parce que par expérience, c'est vrai qu'on y passe du temps à regarder nos lapins qui sont en train de jouer et de bondir. Oui, tout à fait. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans ce logement alternatif, il est important qu'on parle du bien-être animal, mais aussi le bien-être de l'éleveur.
Et je crois que tous ces systèmes-là, il faut bien les réfléchir pour que nos conditions de travail, nous, en tant qu'éleveurs, soient aussi le plus agréables possible et que tout le monde a un intérêt voilà, par rapport à tout ça. Et au jour d'aujourd'hui, on est vraiment en capacité de proposer justement ce type de logement où on respecte, où on a du bien-être animal et aussi du bien-être pour l'éleveur. Mais j'ai l'impression que les deux vont ensemble. C'est indispensable. C'est indispensable. C'est une corrélation forte. On est avec Mathieu Loll. Bonjour. Bonjour Julien. Vous êtes président du directoire du groupe ALPM. Vous êtes leader européen de la viande de lapin. Au même titre que d'autres acteurs, ALPM est clairement engagé pour accompagner donc, le renouvellement des générations et le changement de la filière, on va dire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, nous, on a déjà travaillé sur 3 points. Hein. L'aventure a commencé en 2017, au niveau même si on avait travaillé un peu avant au niveau de l'entreprise. Il y a un premier point, déjà, c'était on a mis l'indexation VIF-Sécure. Cette indexation, ça permet, on va dire, de couvrir les hausses de matières premières au niveau de l'éleveur. C'est-à-dire, dès qu'il a une hausse, nous, le mois d'après, on va répercuter cette hausse sur le prix de vente. Donc, ça lui permet, lui, d'avoir une trésorerie qui n'est pas à chaque fluctuation, qui est pas endiguée, et ça permet de sécuriser cet approvisionnement. Le deuxième point, c'est la création de l'association Éleveurs et Biens. L'association Éleveurs et Biens, elle est là pour défendre un nouveau modèle d'élevage, donc l'élevage au sol. La genèse, on va dire, de cette association, c'est qu'en 2017, on a 2 principales coopératives qui sont apporteurs de lapins chez nous, qui sont le groupe Terrena et Cavac, qui avaient travaillé chacun de leur côté sur un nouveau modèle d'élevage. Terrena plutôt sur la partie nuitée et Cavac sur l'élevage au sol. On a trouvé vraiment des choses très intéressantes dans les 2 concepts. Donc on s'est dit, on a vraiment l'intérêt de se mettre autour de la table et d'avoir un projet commun. Ouais. Et c'est là qu'on a lancé l'association Éleveurs et Biens et la marque Lapin et Biens qui est donc de l'élevage au sol. Voilà. Quels sont les objectifs de toute cette démarche ? Alors, les objectifs, ils sont déjà, l'ambition, c'est de se recaler au nouveau mode de consommation et d'aller chercher de nouveaux consommateurs. On s'aperçoit que les plus jeunes ont envie de consommer différemment. Ça veut dire qu'il faut leur montrer que on évolue et on évolue en fonction du bien-être animal. Ensuite, c'est l'accompagnement éleveur. Derrière, ça permet de créer une vraie dynamique dans la filière, d'aller sur des nouveaux projets. Et puis l'ambition, c'est de renouveler les éleveurs demain et aussi le consommateur pour montrer aux différents consommateurs ou des gens qui ne connaissent pas encore la viande de lapin que nos méthodes évoluent avec le temps et les générations. Comment on voit la filière demain ? Comment on se projette ? Alors, moi, je vois la filière, on va dire, je pense qu'on aura des déperditions de consommation de viande en général. J'ai beaucoup de similitudes avec le monde du vin. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, au début du siècle, on consommait 100 litres de vin par personne. On n'est plus rendu qu'à une trentaine, mais par contre, on a gardé un budget pour acheter du vin de meilleure qualité. Je pense qu'on arrivera dans des choses qui peuvent être similaires avec la viande, et ça passera aussi par les modes d'élevage. Après, il y a aussi la volonté d'accompagner les éleveurs dans ce financement de transition, et c'est ce qu'on a appelé, nous, Avenir Lapin. Donc l'intérêt, c'est vraiment de financer et de payer le prix du lapin, les coûts d'investissement des bâtiments ou de ce nouveau modèle d'élevage. C'est-à-dire qu'on va s'engager, nous, sur une durée de 10 à 12 ans, à financer au prix kilo acheté à chaque fois le surplus lié à une transformation de bâtiment pour passer sur le nouveau modèle, à une création. Vous allez aussi beaucoup travailler sur la communication, et à 2 niveaux, professionnel et puis grand public. Ouais, c'est très important de faire valoir et de propager la bonne parole, comme je l'appelle. Mais il faut, oui. Donc, du côté professionnel, ça reste par rapport à nos clients. Il y a plusieurs phénomènes qui nous aident à ça. La première chose, c'est déjà lancer la marque et inviter les différents professionnels autour de la table. C'est ce qu'on a fait en 2019 pour lancer la marque Lapin et Biens. Ensuite, il faut se faire connaître, c'est-à-dire que il n'y a rien que 2 mois, on a fait un voyage avec l'AFP
chez un éleveur pour montrer ce que c'est un nouveau modèle d'élevage de lapin et communiquer au-dessus. Après, il y a tout ce qui est salon professionnel, donc spécialisé au niveau de l'agroalimentaire comme le Cial, le Syrah ou même la Nougat en Allemagne. Et puis tout ce qui est parution presse dans des magazines comme Linéaire et l'ESA qui sont eux plutôt dirigés à des chefs de rayon, des directeurs de magasins pour montrer et faire découvrir les nouvelles gammes pour qu'à un moment ça aille dans le rayon derrière. L'idée, c'est quoi? C'est communiquer sur le fait que c'est de la viande blanche, c'est de la bonne viande, Alors, et qu'elle est pleine d'oméga, qu'elle est bonne pour la santé. On a plein d'avantages au niveau de la viande de lapin. Déjà, c'est le bilan carbone. On n'en parle pas assez parce que voilà, on est sur une viande sur un animal qui consomme les sous-produits des végétaux. Donc, on n'est pas en concurrence avec l'alimentation humaine. Je crois que c'est un sujet qui va devenir de plus en plus prépondérant au niveau des consommateurs. Après, bien sûr, il y a le côté pauvre en cholestérol de la viande de lapin. Elle est quasiment préconisée par tous les bons diététiciens, hein. Et puis tout le côté, on va dire, patrimoine culinaire, parce que on s'aperçoit que on consomme de plus en plus de viande sur de la volaille et éventuellement du porc, et que on a un vrai patrimoine culinaire, une vraie différence à faire valoir dans notre gastronomie, et ça reste un moment important, la table. Ouais. Donc on a tout ce qu'il faut pour rentrer dans le repas des Français. Vive le lapin à la moutarde. Donc là, on a parlé pour les professionnels, cible professionnelle et aussi le grand public. Alors, je pense qu'on va être à peu près là sur la même chose. Ouais, alors différente un peu quand même, c'est qu'on va directement toucher le consommateur, parce que la cible particulière, elle se touche en magasin. Ça passe aussi par des animations pour expliquer en quoi, comment s'exprime le nouveau modèle d'élevage et quelle différenciation vis-à-vis de ça. Il y a un soutien aussi promotionnel avec des bons de réduction sur les produits pour donner un avantage consommateur. Et puis après, tout ce qui est aussi parution presse également, mais là plutôt sur des magazines comme Ça m'intéresse ou sur des magazines comme plutôt santé, pour promouvoir tout l'aspect de la viande de lapin. Ok, eh bien écoutez, nous allons maintenant passer à la dernière partie de cette émission. Il va être question d'engagement et de dynamisme, et là on a compris qu'on est très engagé et on est très dynamique. Alors, à travers les différentes interviews de ce jour et les termes abordés, excusez-moi, il ressort donc le sentiment d'une filière qui est en pleine évolution, qui est clairement dynamique, qui est engagée. J'ai l'impression que les choses avancent très très vite. Je me trompe ou pas? Non, je pense qu'on a un avantage dans notre filière, c'est cette prise en main. Ouais. Je trouve qu'on a un collectif qui fonctionne très très bien, avec des ambitions qui sont communes sur chaque maillon de la filière. Ouais. Je pense que c'est quelque chose à faire valoir, et on a tous la volonté de bien faire et de bien communiquer sur les métiers de chacun. Parce que d'une manière ou d'une autre, c'est tout le monde qui fait la promotion de la filière. Donc c'est quelque chose qui est un vrai acte engagé. Surtout pendant les périodes qu'on peut avoir d'agribashing, c'est important déjà de parler d'une seule voix. On est tous là pour favoriser la communication et valoriser notre viande de lapin, mais aussi les métiers de l'élevage, parce que sans éleveur, pas de viande et pas de consommation, et vice-versa. Donc on en parlait tout à l'heure, sur un monde agricole qui est en train de changer. Donc à un moment, promouvons ce que nous faisons bien et accompagnons nos éleveurs demain. Il y a cette notion de partenariat, pour moi, pour pouvoir produire et consommer français demain, elle est essentielle, et surtout être en adéquation avec la volonté de nos consommateurs de demain de consommer mieux. Après, le grand enjeu là-dedans, c'est une notion, quand je parle de groupe, demain, le principal, c'est aussi d'accompagner le consommateur et de l'inclure dans cette démarche. Clairement, le consommateur, demain, il faudra qu'il paye un peu plus cher ses produits en magasin, parce que si on veut produire d'une différente manière, c'est des coûts supplémentaires. Donc, il faut l'accompagner. C'est une transition qui met du temps. Clairement, un investissement, un élevage, c'est quelque chose qu'on amortit sur 10 ans. Donc, il y a des gens qui ont peut-être investi il y a 7-8 ans dans d'autres modèles. Donc, il faut leur laisser le temps de digérer cet investissement pour pouvoir investir demain sur de nouveaux modèles. Donc, cette question de temps est importante. Et aussi, il y a la question de tripartite et de contractualisation avec nos distributeurs. Pour donner de la visibilité à un éleveur pour qu'il s'engage, il faut pouvoir donner de la visibilité globale sur la filière. Nous, on le fait en termes d'abatteurs et de metteurs en marché,
Par contre, on essaye de plus en plus d'inclure nos distributeurs pour nous donner des temps longs et des visibilités de marché assez longues. Ouais, si je résume bien, l'idée c'est valoriser le métier, c'est modifier les mentalités des consommateurs, et puis renforcer la motivation et la fierté d'appartenance à la filière. C'est ça. Je crois qu'on ne parle pas assez de nos métiers c'est important de dire ce qui se fait de bien et quel chemin on prend pour avoir tous la même direction. Ah oui. Donc c'est des choses dont on a mis en avant l'attractivité du métier, mais ça passe aussi par les conditions d'élevage, un financement et de la lisibilité derrière au global. Merci beaucoup. Merci. Émilie, on a commencé avec vous et on va terminer avec vous. C'est à vous que revient le mot de la fin. Vous êtes donc, je le rappelle, directrice du CLIP. Alors qu'est-ce que tout ce qu'on a pu se dire pendant ces presque 40 minutes vous inspire ? Je crois qu'on a eu l'occasion de voir que c'était une filière qui est vraiment engagée dans sa transition, Clairement, oui. avec des acteurs qui sont dynamiques, qui ont des nombreux projets en cours. Donc à partir de là, on a vraiment une filière qui est en mouvement, qui est structurée, dans laquelle globalement les acteurs se sentent bien, se sentent accompagnés. Donc maintenant, un de nos gros enjeux, c'est de provoquer ce hasard pour qu'on agisse en fait sur le manque de visibilité de la filière, sur l'accès à la formation également. Et à partir de là, je pense que la filière cunicole, elle a tous les atouts en main pour préparer l'avenir. Bon, l'avenir s'annonce plutôt assez florissant. Je pense qu'on a un certain nombre d'atouts, oui, qu'on peut valoriser et qui devraient permettre de belles choses pour la suite. Et de beaux objectifs pour l'ensemble de la filière. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous d'avoir participé à ce live stream. Je remercie tout particulièrement Julien Leblond et Alex Béchu qui ont préparé le contenu de ce live stream. On se dit à bientôt. Salut.